Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. Une émission qui évoquera tout d'abord les dramatiques événements de Yirgou Folbé qui suscitent depuis plusieurs jours la légitime indignation du peuple burkinabé. Nous aborderons également l'instauration de l'état d'urgence dans cette région du pays, puis éventuellement les résultats des élections présidentielles à Madagascar et en République démocratique du Congo. Avec moi sur ce plateau pour ce tour d'horizon pédagogique de la marche de notre monde, deux invités qui ont bien voulu nous apporter leur éclairage. Tout d'abord, Germain Bitiu Nama, il est directeur de publication du bimensuel L'événement. Bonsoir Monsieur Nama et merci d'avoir accepté notre invitation. Également sur le plateau de Périscope ce soir, Poussi Savadogo, conseiller en formation de l'IACDI, c'est l'Institut d'accompagnement des carrières diplomatiques et internationales. Bonsoir Monsieur Savadogo et merci d'avoir accepté notre invitation. À nouveau, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à ce 57e numéro de votre émission Périscope qui s'invite à présent chez vous. C'est une vague ininterrompue d'indignation qui a salué l'expédition punitive dont Yirgou Folbé, village situé à 200 km de Ouagadougou dans la région du centre-nord du Burkina, a été le théâtre. Des assauts contre la communauté Peul qui ont fait une cinquantaine de morts, mettant à mal le vivre ensemble au moment où la nation a grand besoin de s'unir pour faire front commun face au terrorisme. Alors, comment avez-vous vécu ces événements et quel est votre état d'esprit sur cette situation aujourd'hui? On commence par vous, Germain Bitiu Nama. Évidemment, j'ai vécu personnellement ces événements dans la tristesse. Vous imaginez, depuis 2001 que notre organe existe, nous n'avons eu de cesse d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur ce phénomène de stigmatisation. Parce que il y a eu beaucoup de cas d'espèces. Il y a eu, lorsque en 2001, nous avons nous-mêmes été sur le site de Kankounandeni pour faire un reportage. Et nous avons également aussi couvert les événements de Mangodara. Pratiquement tous les événements qui se sont déroulés dans ce chapitre-là, nous les avons couverts. Baléré, Zabré, Saré et tout ça. Nous avons couvert ça et à chaque fois, nous avons tiré l'alarme pour dire attention. Ce qui est à la base, n'est-ce pas, de la perpétuation de ce phénomène, c'est l'impunité. Parce que nous n'avons pas d'exemple pertinent où l'État a véritablement sévi, pour l'exemple même, dans ce phénomène-là. Et évidemment, ce qui est arrivé à Yirgou n'est que la conséquence, la suite logique de ce laxisme de l'État. Et c'est très triste parce que quand même, quand des Burkinabés en arrivent à se transformer en gibier, à se tirer dessus comme des lapins, c'est absolument triste et ça n'augure rien de bon pour l'avenir de ce pays. Triste et ça n'augure rien de bon pour l'avenir de ce pays. Il faut qu'on le dise et qu'on le souligne à tout moment. Alors vous, Poussi Savadogo, comment avez-vous vécu ces événements? Quel est votre état d'esprit par rapport à cette situation-là aujourd'hui? Oui, comme vient de le dire et de le souligner avec pertinence l'aîné qui vient de Monsieur Nama, il faut effectivement accueillir cet événement avec consternation, avec tristesse, parce que c'est la cohésion nationale qui est mise à rude épreuve. Et il l'a souligné, j'ai eu aussi la chance de faire des études sur les conflits agro-pastoraux, que ce soit à Manga Est, que ce soit la situation qui s'est passée à Gawa, que ce soit à la frontière avec le Mali Sari, et aussi pas très loin de Ouagadougou, dans la région du plateau central. Il y a une récurrence de cette cohabitation qui est mise à mal. Donc il faut donc revenir, comme il l'a souligné, l'insuffisance de la réponse de l'État par rapport à ces phénomènes et regretter donc qu'on aboutisse à ce qui s'est passé à Yirgou tout récemment. Alors mais justement, pourquoi cette communauté est ainsi prise à partie? Quel est le fond pourquoi justement c'est à cette communauté Peul qu'on s'en prend?
Germain Bitounama. Vous savez, je ne suis pas en mesure de vous donner une explication parce que c'est du domaine des sociologues, hein, je pense. Mais évidemment, ils ont une particularité. Ils se singularisent parce que ce sont des gens qui vivent à part, c'est des éleveurs, etc. Je crois que l'un des premiers éléments que l'on peut, d'identification que l'on peut noter, c'est le fait que ce soit effectivement, du point de vue de la fonction, ce soit des éleveurs. Et de l'autre côté, vous avez des agriculteurs. Et vous savez, la pression sur la terre est telle que souvent, il y a effectivement des incidents. Mais évidemment, cela ne peut pas expliquer, cela à lui seul, ne peut pas expliquer en fait le phénomène de stigmatisation auquel nous assistons en ce qui concerne le Peul. Peut-être que M. Poussy qui vous avez fait des études là-dessus, voilà. Et puis parce que justement il faut bien souligner que c'est une situation que vivent les Peuls, pas seulement au Burkina mais dans pratiquement tous les pays. Dans tous les pays. Oui, exactement. Il y a 2 ans de cela, la CEDEAO a commandité une étude sur les conflits agro-pastoraux, une étude qui était donc pilotée par 3 centres. L'EMP au Mali, le centre Kofi Annan au Ghana et un centre au Nigeria pour couvrir donc tout l'espace CEDEAO pour analyser ces phénomènes-là. Et effectivement, il y a la pression sur la terre, les ressources naturelles. Il y a le fait que la communauté Peul, c'est aussi la communauté la plus étendue en Afrique de l'Ouest en termes d'occupation de l'espace. Il n'y a pas un village au Burkina qui n'a pas un quartier ou à proximité un autre village Peul. Donc ça fait qu'on a l'impression que ça touche exclusivement cette communauté-là. Mais au fond, il faut reconnaître que même entre les communautés de même groupe ethnique, il y a pas mal de soucis. Et je peux prendre l'exemple à quelques 45 km de Ouagadougou, ou dans la province même du Kadiogo, où des populations dites allogènes ont été pratiquement, on a failli les chasser de leur territoire qu'ils ont occupé depuis les années 80. C'est depuis 1980 que ces populations-là se sont installées dans cette zone, mais pour des raisons d'antériorité d'occupation de l'espace, les chefs de la zone avaient voulu les faire partir et il a fallu donc l'intervention du Mogonaba pour que ces populations Mouara puissent rester. Donc, si la question foncière, ça pèse sur tout le monde. Maintenant, bon, la spécificité, comme je l'ai dit par rapport à la communauté Peul, c'est le fait qu'ils sont dans une activité assez mouvante, mais il faut aussi reconnaître qu'aujourd'hui, même les champs se déplacent. Parce que, et ça aussi, il faut attirer l'attention de l'État ou relever l'insuffisance de l'État parce qu'il y a des espaces réservés à l'élevage, même des routes, des pistes réservées donc à l'élevage, qui sont occupées par des champs. Oui. Sauf que justement, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, il ne s'agit pas de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Dans l'éditorial, nous avons vécu toutes ces situations avec stupeur et effroi. Et dans l'éditorial que vous avez signé dans la livraison 389 du bimensuel L'événement, paru ce 10 janvier, vous écrivez, Germain Bitounama, vous écrivez que, je cite, « Ce qui s'est passé à Yirgou est proprement dégoûtant. De mémoire nationale, sauf erreur, c'est la première fois que nous vivons une tragédie d'une aussi grande ampleur dans le chapitre des rapports intercommunautaires. » Fin de citation. Ce qui fait que vous demandez d'emblée si nous avons encore le courage de nous regarder dans le miroir, Germain Bitounama. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si les communautés qui vivent ensemble et puis du jour au lendemain, elles commencent à s'entretuer, c'est vraiment triste. Parce que tous les codes ont été bafoués. Même dans le code traditionnel, on ne rend pas justice soi-même. On réfère aux chefs, en tout cas aux notables, qui règlent les différends. Ne parlons pas de l'État moderne. Et voilà qu'une folie meurtrière s'est emparée, n'est-ce pas,
d'un certain nombre de personnes. Hein, certains indexent les Koglouéro, et qui se sont mis à décimer une communauté. Si au moins ils poursuivaient les terroristes pour leur régler leurs comptes, et puis après s'occuper, comme je l'ai noté également aussi dans l'éditorial, s'occuper après de leurs complices locaux, mais en suivant également aussi les procédures, on pourrait le comprendre. Ouais. Mais aller massacrer femmes, enfants, vieillards, vous les décimer tout simplement parce que c'est des peuls et donc des complices de ceux qui sont venus. Mais là, c'est vraiment ahurissant. C'est ahurissant. Et ça mérite d'être condamné. Ça mérite d'être condamné. Il faut qu'on regarde le miroir et qu'on ait le courage de se regarder là-dedans. Docteur Poussi Sawadogo, comment faire à présent pour nous regarder à nouveau dans le miroir? Oui, moi je pense qu'il y a deux mesures urgentes à prendre. Les populations victimes sont déjà dans la détresse. Il faut absolument prendre d'urgence des mesures humanitaires pour leur permettre quand même de vivre dignement. Et au-delà de ça, il y a la question de la justice. Il faut rendre justice aux victimes. Et ça, c'est très important. Comme on l'a souligné, cela fait des décennies que des situations plus ou moins similaires se présentent et qu'il n'y a pas de réaction ferme de l'État. Je pense qu'on ne peut plus économiser cette réaction-là. Et il faudrait que l'État donne l'exemple que nous sommes dans un État de droit qui respecte les droits humains et qui fait respecter les droits humains. Et je pense que c'est ce signal fort-là qu'il faut devoir faire voir. Interpeller chacun pour qu'on ait à nouveau le courage de regarder dans le miroir. Et pour cela, il faut qu'on agisse à la fois sur la solidarité, mais beaucoup plus aussi sur la justice pour que cesse cette impunité. C'est sans doute pour exorciser le mal à travers une thérapie communautaire que le collectif contre l'impunité et la stigmatisation appelle à une marche de protestation ce 12 janvier. Une marche de protestation, mais aussi et surtout, je pense, une marche de réaffirmation de l'identité burkinabé et de l'appartenance à un seul peuple, et au-delà des appartenances ethniques. Alors, je vous propose de suivre à présent l'économie de la conférence de presse donnée le 8 janvier dernier par ce collectif. C'est un reportage de la rédaction de Burkina Info, signé Charles Da et Mouniratou Semporé. C'est avec tristesse et un cœur meurtri que les membres du collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés se prononcent sur les violences meurtrières de Yirgou. Vu la dégradation de la situation sécuritaire, le collectif clame justice pour les victimes et les personnes déplacées. Les questions d'exigence de justice, d'aucuns pensent que c'est juste pour rechercher les coupables, les condamnés. Non, c'est aussi pour garantir la possibilité pour les communautés qui ont été amenées à quitter ces lieux-là de pouvoir revenir sur les lieux. Pensez-vous un temps soit peu que ces enfants, ces femmes qui ont vu leur père égorgé sous leurs yeux, tant que les bourreaux ne seront pas arrêtés, est-ce que ces femmes-là peuvent revenir encore vivre dans ces amours de culture? En tout cas, nous trouvons qu'il est vraiment dommage que près d'une semaine après, on soit encore simplement à ce stade-là, ouverture de l'enquête, et qu'aucun bilan partiel n'a pu être fait par le parquet de Kaya. Pour les membres de cette organisation, l'attaque meurtrière de Yirgou aurait été perpétrée par des éléments du groupe d'autodéfense communément appelé Koglouégo. Des milliers d'enfants sont privés d'école et d'avenir. L'économie de la région est complètement sinistrée. Les marchés contraints de fermer ou de se transformer en tremplin de trafic illicite de toutes sortes. La vie sociale dans plusieurs communes du Sahel est désormais ouvertement régie par les lois des terroristes transformant les femmes et les jeunes filles en êtres de second rang. Lutter contre toutes les formes de stigmatisation des communautés et dénoncer l'impunité des crimes qui y sont liés. Exiger vérité et justice sur les crimes injustes commis sur les communautés. Afin de préserver le tissu social, le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés interpelle les autorités à tout mettre en œuvre pour que la vérité et la justice soient dites sur cette affaire. Un engagement que les élèves et étudiants soutiennent. Alors pour la marche, nous allons nous mobiliser. Les étudiants et les élèves
seront mobilisés pour soutenir ce collectif-là le samedi 12, à la place de la Révolution. Et nous allons monter notre ras-le-bol. Le bilan officiel du drame de Yirgou est de 47 morts. Selon les membres du collectif, ce chiffre est en deçà des estimations. Peul, Mossi, Gurunsi, Djoula, Dagari, Bissa, Gourmanché, et on peut en aligner davantage. Nous sommes tous burkinabés. Titre du reste est l'événement ce 10 janvier. C'est important pour vous, cette marche. Que peut-elle apporter selon vous? Germain Bichounama. C'est très rafraîchissant d'entendre de telles nouvelles. Hein, parce que, sauf erreur, hein, c'est la première fois que, disons, la société civile réagit de manière aussi importante par rapport à ce phénomène. Tous les événements que j'ai cités, moi je n'ai pas vu effectivement qu'on se soit levé pour dire non. Et là je salue justement cette initiative et leurs auteurs pour ce qui va être fait samedi. Et en même temps aussi, j'invite les Burkinabés à y aller parce qu'il ne s'agit pas de Peul. Parce que ce qui s'est passé à Yirgou nous menace tous. Nous menace tous. Même ceux qui sont à la base de ça. Mais c'est extrêmement dangereux pour eux. Parce qu'on ne sait jamais, effectivement, comment est-ce que les choses peuvent se passer. Je disais, dans mon éditorial, j'ai fini, ça paraissait énigmatique. Je disais de faire attention. Oui. Parce que dans le Massina voisin, oui, est en train de se passer quelque chose qui risque de nous étonner ici. Je vais rappeler ce passage tout à l'heure, mais avant, Dr Poussi Sawadogo, comment appréciez-vous l'initiative de cette marche qui, de mon point de vue, en tout cas, c'est une marche pour rassembler tout le monde sur cette horreur? Oui, naturellement, quand on écoute les marcheurs et le fond de l'appel, on comprend que c'est vraiment pour rassembler tous les Burkinabés, pour qu'on s'interpelle sur cette menace de crise intercommunautaire, de crise de stigmatisation. Donc, je pense qu'on ne peut que saluer l'initiative et encourager donc les uns et les autres à se mobiliser. Et au-delà de la mobilisation, que ça soit une occasion pour réfléchir et trouver donc des moyens de nous parler, de dialoguer et de sortir de cette situation assez inquiétante qui peut donc faire basculer le pays. Justement, nous sommes véritablement en quête de réponse et de sursaut aussi. Et comment vous l'avez évoqué tout à l'heure, comment jugez-vous les réponses apportées par l'État en ces circonstances? Oui, quand on regarde l'ampleur de la situation et la réaction de l'État, on peut donc avoir une double impression. Le chef de l'État lui-même s'est déplacé sur le terrain, ce qui montre que c'est une préoccupation fondamentale. Il a donc sur place pris la parole, interpellé les uns et les autres à la cohésion nationale. Maintenant, là où on attendait mieux, c'est qu'il y ait de la fermeté, que l'État montre pour une première fois que nous sommes véritablement dans un état de droit, parce que des indications ont été faites en indexant les Kourlouégo. Il faudrait accélérer le processus d'identification des auteurs et puis faire prévaloir la force publique pour que au moins les victimes et ceux qui sont là, les parents et autres, puissent comprendre qu'il y a un État. Parce qu'aujourd'hui, tu circules avec ta voiture, tu coins quelqu'un, il meurt. La première des choses qu'on fait, c'est de t'envoyer en prison en attendant la suite. Là, on a constaté des faits plus graves qu'un accident de circulation. Avec cette tuerie de masse, l'État devait réagir. On ne va pas dire, bon, on va attendre, on ne sait pas c'est qui, c'est quoi. De toutes les façons, si c'est les Kourlouégo, ils ont des responsables. Et s'il y a des responsables, ils doivent être entendus. Et puis, ce qui doit être fait, doit être fait. Donc, c'est à ce niveau-là, on a l'impression qu'il n'y a pas trop de fermeté face à la situation. Donc, on attend encore beaucoup plus de fermeté de la part de l'État, l'État qui a actionné donc, la solidarité nationale. Mais en attendant d'apprécier l'impact de ces actions-là, d'aucuns estiment qu'un deuil national aurait dû être décrété.
Êtes-vous de cet avis? Nous attendons toujours ce deuil national, parce que je pense que ça manque. Moins que ça, pour moins que ça même, un deuil national est nécessaire. Parce que quand il y a des citoyens qui meurent dans ces conditions, des citoyens burkinabés qui meurent dans ces conditions, il faut poser un acte fort, alerter la nation sur ce que... pour que plus jamais ça, en quelque sorte. Alors, moi, je crois à la symbolique, hein, à l'importance de la symbolique. M. Poussy disait tout à l'heure que bon, la réponse, quelque part, péchait parce que, justement, il fallait, du point de vue de la justice, réagir assez fermement. Mais moi, je constate que ce qui s'est passé, même le voyage du président sur site, j'ai constaté que des Kolowewo sont venus armés et on a négocié même pour qu'ils puissent déposer leurs armes. Comment l'État peut avoir cette posture-là vis-à-vis d'une milice qui, du reste, n'est pas reconnue par l'État? Une milice privée qui exerce des prérogatives de sécurité. Ça, vraiment, c'est... Je pense que c'est ça. C'est ce laxisme-là qui nous amène... On a trop laissé faire et finalement, aujourd'hui, on est face à une situation qu'on n'arrive pas à gérer. C'était l'occasion, justement, dans ces événements brutaux, c'était l'occasion, à mon avis, n'est-ce pas, de frapper fort. Tout le monde comprendrait ça. Oh non, on laisse passer. Et je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont réagir après. On ne sait pas comment ils vont réagir, mais il nous faut regarder devant. Il nous faut regarder devant sans occulter l'histoire et les histoires tragiques de notre monde en pleine mutation. D'autant que, et c'est vous, Germain Nama, qui l'écrivez si bien toujours dans cet éditorial que j'ai mentionné tout à l'heure, vous en faisiez part. Je vous cite donc: les persécutions entraînent nécessairement des révoltes et celles-ci ont généralement des conséquences inattendues. Juifs, Arméniens, Kurdes et Tutsis nous en donnent des précédents historiques. Il se susurre que des prémices d'une conflagration générale s'amoncellent dans le Massina voisin. Il dépend de nous de ne pas offrir un terreau favorable à une contagion mortifère. Fin de citation. Et c'est ce que vous comptiez développer tout à l'heure. Alors, effectivement, on a des exemples à l'envi. Il suffit de regarder dans le rétroviseur, mais aujourd'hui, il nous faut regarder devant comment on fait pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Aussi, Savadogo? Oui, comme on l'a dit, il faut que la force reste à la loi, à l'État, et il faut aussi que la justice soit dite pour apaiser les cœurs. C'est très important, la question de la justice. Parce que, comme on l'a dit, ça fait quand même mal. Depuis 2014, on a vu des situations. Il y a eu l'insurrection, il y a eu le coup d'État manqué. Des gens sont poursuivis. En termes numériques, ce qui s'est passé ne vaut pas ce que nous venons de constater. Donc, il ne faut pas donner l'impression qu'il y a des Burkinabés, des demi-Burkinabés. Donc, une cinquantaine de personnes, on ne peut pas croiser les bras et regarder la chose comme ça. Il faut absolument que la justice tranche et ensuite, on prendra toutes les mesures nécessaires pour se parler et trouver donc la possibilité de se mettre ensemble et de vivre ensemble. Et de vivre ensemble, et cela passe aussi, la justice, vous l'avez très bien souligné, à l'hommage à toutes ces personnes qui sont tombées, qui sont sans doute, d'après ce que j'ai appris, déjà ensevelies, alors qu'on aurait également pu les comptabiliser au titre des victimes du terrorisme ou d'autres choses, pour leur rendre un hommage digne, parce que ce sont des fils de cette nation qui sont tombés tout simplement du fait de la stigmatisation de leur communauté. Le moins que l'on puisse dire en tous les cas, c'est que cette année 2019, qui est à cette toute première page, commence mal pour le Burkina, déjà aux prises avec le terrorisme, et sous l'emprise d'un état d'urgence qui frappe pratiquement la moitié du pays. 7 régions sur 13. C'est du reste une nation terroriste, où, si on se souvient bien, ayant entraîné l'assassinat du chef du village qui a mis le feu aux poutres de Yergou. Alors, comment, Germain Nama, vous jugez l'état d'urgence annoncé le 31 décembre 2018? Bon, l'état d'urgence, selon les spécialistes, il y a longtemps qu'il aurait fallu la décréter. Seulement, je pense que décréter l'état d'urgence est une chose, mais l'appliquer de façon pertinente est une autre chose.
parce que l'état d'urgence nécessite un certain nombre de moyens, et notamment, bon, bien sûr, cela entraîne un certain nombre d'activités pour les forces de défense et de sécurité. Il faut pouvoir leur donner les moyens, effectivement, d'assurer ces activités-là. Mais voilà, c'est tout le challenge qui est là, parce que même en temps normal, vous avez entendu que vraiment le matériel qui est donné, enfin qui est utilisé par nos forces de défense et de sécurité laisse à désirer. Je crois qu'il y a vraiment une réflexion à ce niveau. Ça peut avoir un effet psychologique, mais si les moyens ne suivent pas, ça risque d'être un flop. Ça risque d'être un flop, d'autant qu'on ne sent pas cet état d'urgence en réalité. De toute façon, l'Assemblée nationale devrait se pencher sur le projet de prorogation de l'état d'urgence au-delà de la période des 12 jours que couvre le décret présidentiel. Alors, en attendant d'avoir des réponses sur la durée de cette mesure, puisque là, on saura, après les travaux de l'Assemblée nationale, on saura sur quelle période on décrète donc cet état d'urgence. En attendant de savoir tout ça, est-ce que justement, Poussi Savadogo, vous avez le sentiment que la vice sécuritaire a véritablement connu des tours supplémentaires du fait de cet état d'urgence depuis qu'on en parle? Bon, je voudrais souligner effectivement que à mon humble avis, on devrait décréter l'état d'urgence, notamment à la frontière avec le Mali et le Niger, peut-être il y a de cela une année à 2 ans. Parce que c'est comme si on laisse le fantôme rentrer dans la maison et puis on se met à fermer. Et quand on regarde logiquement, il y a quand même quelque chose à dire. Vous avez la province du Sourou et la province du Lorum, c'est ça? Entre ces deux provinces, il y a le Yatenga qui n'est pas prise en compte. Et donc, bon, je ne sais pas techniquement l'appréciation qu'on en fait, mais le fait que le Yatenga soit frontalier au Mali, entre les deux provinces qui sont dans l'état d'urgence, donc pour revenir, l'efficacité va être ressentie. Bon, peut-être qu'il y a des raisons, peut-être économiques et autres, qui font qu'il faut aller avec prudence, mais et on l'a évoqué tantôt, pour que l'état d'urgence ait un effet, il faut déjà que même en situation normale, même à Ouara ici, les coureurs font la loi et personne ne bouge. Donc si déjà on ne peut pas discipliner des forces, des milices non reconnues, bon, ça va être compliqué de pouvoir donc... moi je pense qu'on court derrière les trains, mais il faut travailler davantage. Plus, vous avez dit, la réflexion est importante. Et ce n'est pas évident qu'on ait des résultats si on ne prend pas le recul pour mieux apprécier et puis envisager une réponse conséquente. Oui, alors, docteur Poussi Savadogo dit qu'on court derrière le train. Comment on fait pour se mettre à la tête de la locomotive? Ben, écoutez, je pense qu'il faut demander ça à nos sécurocrates. C'est eux justement qui planifient. Et c'est ce genre de questions. Moi, je me pose je m'interroge sur l'efficacité des mesures qui sont prises. Je prends tout simplement un exemple, le couple italo-canadien qui vient de disparaître dans la région de l'Est. Oui. Bon, l'état d'urgence aurait pu permettre quand même de le localiser. De localiser, de circonscrire ce genre de situation. Voilà. Puisque ça donne des mesures exceptionnelles, des choses. Une marge de manœuvre plus grande, avec des restrictions sur un certain nombre de plans. Jusqu'à présent, on ne voit rien venir. Et donc, vraiment, je m'interroge véritablement. Bon, l'information, si elle est confirmée, il semble que le chef d'état-major général a changé. Peut-être que... C'est ce qu'on a appris juste avant de monter sur ce plateau. Peut-être qu'il viendra avec une autre stratégie en attendant de voir. Attendons de voir, mais c'est vrai qu'il y a cette question de la sécurité. Il faut également rappeler que la lutte contre le terrorisme ne doit pas s'appuyer que sur les tactiques et les stratégies militaires. Rappelons à nouveau ces mots du directeur exécutif de Free Afrique, Rassablaga Seydou Ouedraogo, qui dit que, je cite, « Nos banlieues seront des lits de terroristes si nous n'arrivons pas à amener la prospérité dans les villages. » Fin de citation. Alors, comment amener cette nécessaire prospérité dans les villages aussi, ça va.
Oui, je pense qu'effectivement, la lutte contre l'insécurité et particulièrement contre le terrorisme s'inscrit aussi dans une dynamique de développement et de prospérité. Et comment amener donc la prospérité dans les villages? Je pense que là aussi, il faut réfléchir sur les questions de développement, sur les questions de planifier notre développement, d'organiser notre développement, d'engager les populations. Je pense qu'il ne s'agit même pas d'amener la prospérité dans les villages. Si les villages sont bien organisés, si les gens sont bien encadrés, ce n'est pas quelque chose qu'on amène, c'est quelque chose qu'on va faire émerger des villages. Exactement. Je pense que nous avons objectivement des ressources. La dernière fois, j'étais dans la Boukou du Mouhoun, plus précisément à Bagassi. J'étais allé faire une prestation dans au niveau d'une mine. Mais en traversant donc de Boromo jusqu'à Bagassi, je me suis dit, mais est-ce qu'on a besoin d'exploiter même l'or pour être riche au Burkina? Parce que quand je regarde les terres, je sais qu'une bonne organisation de notre agriculture pourrait nous faire sortir de la pauvreté. Oui. Mais c'est une question d'organisation, c'est une question de planification, c'est une question d'anticipation. Et c'est donc, il revient à ceux qui sont donc au-devant des choses, de savoir organiser, planifier et engager tout le monde dans la même dynamique. Il ne faut pas qu'on croie qu'aujourd'hui, ce sont les Occidentaux ou les autres qui vont venir nous permettre de nous développer. J'ai vu l'enthousiasme avec le renouement du mariage avec la Chine, mais c'est un faux problème. En réalité, le véritable problème, c'est nous-mêmes. Et si nous voulons nous développer, il faut qu'on se développe d'abord dans la tête. Et c'est ça le véritable problème. Les populations ne sont pas aussi bêtes que ça et on peut donc facilement les accompagner. Faciliter, l'État a un rôle de facilitation. Il ne faut pas qu'on passe le discours à faire croire aux gens qu'on va leur apporter le développement. On incite le développement de l'intérieur, on se développe, on ne développe pas. Donc n'attendez pas à ce que les gens viennent vous développer comme le disait le professeur Joseph Kizerbo. Tout à fait, mais je pense que l'idée de base, c'est l'idée qui sous-tend la réflexion du docteur Ansablaga, c'est également celle-là, mais c'est également à l'État de créer les conditions pour permettre que dans les villages, dans les communes, dans les régions, on compte d'abord sur nos propres forces et sur nos propres ressources. En un mot, revenir à cette bonne vieille maxime ou ce bon slogan des temps révolutionnaires qui dit qu'il nous faut produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Je pense que Docteur Poussy a tout dit. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est parfaitement exact. On ne développe pas, on se développe. Il ne faut pas attendre le développement de l'extérieur. Le professeur Kizerbo l'a affirmé et puis c'est une vérité. Mais moi j'observe avec tristesse que, justement, évoquant le cas des nouvelles relations avec la Chine populaire, on a eu l'impression qu'effectivement, on a coupé les ponts avec Taïwan simplement parce qu'on n'a pas assez d'aide. Et qu'avec la Chine populaire, on va avoir beaucoup d'aide. Si vous n'êtes pas bien organisé, l'aide ne peut pas vous profiter. Si vous prenez le secteur de l'agriculture dont il parlait, pendant au moins 50 ans, on a injecté des milliards dans ce secteur. Mais ça a donné quoi? Rien. Parce qu'on n'est pas suffisamment organisé, voilà, ni discipliné pour conduire les bonnes politiques. Absolument. Mais dans ces pays, ce n'est pas comme ça. Ces pays sont bien organisés. Moi, je ne suis pas allé en Chine populaire, mais je suis allé à Taïwan. J'ai vu comment est-ce que ce peuple se battait. La moindre portion de terre est exploitée. La moindre rizière est exploitée. Est-ce que vous voyez? Mais peut-être que ce mariage permettra de prendre à nouveau exemple sur cette façon de faire. Mais nous avons déjà commencé, au commencement, c'était avec la Chine populaire. Oui, bien sûr. Jusqu'en 1994. Ben voilà, nous avons coupé, nous sommes allés à Taïwan. Ce sont des exemples que nous connaissons. Pourquoi jusqu'à présent, la mayonnaise n'a pas pris? Sans doute parce qu'on n'a pas mis les bonnes personnes aux bonnes places. Docteur Poussy Saradogo. Bon, la tendance est assez lourde et je pense que les bonnes personnes à la bonne place, il faut interroger d'abord notre éducation. Je pense qu'il faut avoir le courage de reconnaître que nous ne produisons pas des gens qui prennent le recul et permettent d'avoir un véritable développement. Nous produisons des gens qui peut-être ont le grand savoir, parlent beaucoup, mais agissent peu. Donc, à partir de ce moment, si nous avons cette qualité
issus de notre école, quelle que soit la personne qu'on va mettre devant, si on ne fait pas une rupture dans l'approche, je pense que ça sera difficile. Aujourd'hui, moi, je dis, quand je fais un retour en arrière, je dis qu'il faut qu'on impose une approche que j'appelle l'approche CAPA, c'est-à-dire nous devons être capables d'abord de comprendre les problèmes, de les analyser, et de proposer des solutions, donc des propositions de solutions, et d'agir. Mais notre éducation se limite à comprendre et à analyser. On ne propose rien. Et la plupart du temps, j'ai vu en histoire ou dans d'autres domaines, quand tu commences à faire des propositions, on te dit non, ton mémoire, ce n'est pas pour proposer. Tu analyses, il faut avoir l'esprit critique. Et c'est pour cela qu'on a beaucoup de gens qui critiquent, mais on n'a pas beaucoup de gens qui peuvent proposer et même passer à l'action. Donc, alors, qu'est-ce qu'on veut? Si on n'agit pas, on n'obtient pas de résultats. C'est aussi simple que ça. Si on n'agit pas, on n'obtient pas de résultats. Il nous faut agir pour obtenir des résultats. Il nous faut compter sur nos propres forces. Il nous faut aller à la source, à la base pour nous développer par nous-mêmes, par nos mécanismes et par nos moyens. Mais nous allons quand même faire un petit tour en dehors du Burkina. Et pour terminer cette émission, nous marquons donc une brève halte en République démocratique du Congo où, vous le savez, au bout d'un long suspense, c'est Félix Tshisekedi qui rafle la mise de la présidentielle selon les résultats rendus publics au petit matin de ce 10 janvier par la Commission électorale nationale indépendante. Surpris? Germain Lamont? La surprise, oui. Oui, surprise, parce que tout le monde voyait que le camp Kabila était en train de manœuvrer pour inverser les résultats, pour tripatouiller les résultats. Et quand j'ai dit non, parce que je savais effectivement, compte tenu des lectures que nous avons, effectivement la situation au Congo, on savait que le candidat du pouvoir était vraiment en mauvaise posture. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de surprise. Maintenant, par rapport à ce qui s'est passé exactement, ce que moi je dois dire par rapport à ça, je rends d'abord hommage au peuple congolais, qui a, grâce à sa pression, a amené Kabila à reculer successivement. D'abord à concéder son départ, ensuite à organiser les élections parce qu'il comptait toujours sur... était temporisé pour pouvoir continuer à rester au pouvoir. Et puis également aussi à donner les résultats, c'est-à-dire qu'il donne son camp perdant. Oui. Voilà, je crois que pour ça, quand même, je crois que c'est vraiment une victoire du peuple congolais sous ce rapport-là. Oui. Maintenant, évidemment, d'autres problèmes sont posés et on s'en doute. On n'a pas le choix, justement, on était inquiet à l'annonce de ce scrutin. C'était déjà prévu pour le 23 décembre. Finalement, on a décalé d'une semaine. On se demandait si ces élections auront véritablement lieu et si elles ont lieu, dans quelles conditions. Finalement, tout s'est relativement bien passé. Un exploit pour le peuple congolais, au-delà de toute autre considération. Oui, on peut effectivement saluer ce parcours électoral qui a surpris tout le monde. Il y avait effectivement des inquiétudes par rapport au déroulement même du scrutin et avec la proclamation des résultats, on se demandait quel allait être l'accueil, comment tout va se passer. Et j'ai eu la chance, il y a quelques jours, de réfléchir à la question. Et effectivement, les tendances donnaient les opposants une certaine avance par rapport aux candidats du pouvoir. Et ce qui est ressorti des urnes me semble être diviser la poire en deux. Parce qu'il y avait deux extrémités. Et quel que soit le camp qui gagnait entre ces deux extrémités... On dit deux extrémités, vous parlez de l'opposition. Oui, non, le pouvoir d'un côté, notamment le camp Kabila d'un côté et le camp Fayoulou, Martin Fayoulou, avec l'appui de Bemba et l'appui de Moïse Katumbi, étaient aussi donc ces deux camps extrêmes. Mais on a... Bon, les résultats donnent gagnant. Vous êtes en train de dire qu'on a arrangé le résultat pour garder le camp qui est, de votre point de vue, est plutôt au centre, au milieu? Je ne dis pas qu'on a arrangé, mais on a des résultats qui divisent la poire en deux. Maintenant, arrangé ou pas arrangé,
moi, je ne rentre pas dans cette appréciation-là. Et ça me frustre d'ailleurs la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la France. Ils n'ont pas fini avec leurs gilets jaunes et ils s'ingèrent dans un pays aussi important que la République du Congo pour douter des résultats. Je pense qu'il ne faut pas douter des résultats d'un pays tiers. Parce que ça veut dire que nos démocraties sont faites de... Et là, c'est l'expert en relations internationales qui parle. Qui parle, oui. Je suis à l'aise dans ça. Parce que quand c'est les questions internes, c'est quand même un peu difficile. Oui, mais au plan national, la CENCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, également dit que les résultats n'étaient pas conformes à ce qui a été proclamé. Naturellement, mais c'est la CENI qui proclame les résultats et c'est la CENI. On doit quand même... moi, c'est pour cela que je dis que quand je regarde les résultats tels que proclamés, ça permet, en tout cas, parce que l'Église a dit que ça ne correspond pas aux résultats qu'elle avait, mais elle prend acte. C'est déjà un point de gain. Et elle ne dit pas, de son point de vue celui qui a gagné ce score. Voilà, exactement. Elle ne dit pas de son point de vue celui qui a gagné. C'est déjà un pas de gain. Et l'Église appelle les Congolais, s'il y a des revendications à faire, s'il y a des contentieux, qu'ils passent par la voie légale. Il faut poser les recours pour que la Cour constitutionnelle regarde tout ça. Alors, mais justement, les résultats ont été aussitôt contestés par Martin Fayoulou, l'autre candidat de poids de l'opposition. Doit-on craindre une dérive vers des violences post-électorales graves dans ce pays? Germain Bichounama. C'est possible, mais on peut l'éviter. On peut l'éviter tout simplement en publiant les résultats bureau de vote. Par bureau de vote, ce que n'a pas fait la CENI. Ce qu'elle refuse de faire. Et ce qui décrédibilise justement cette proclamation, ce résultat. Comme au Burkina. Même aujourd'hui, si vous allez sur le net, vous allez pour consulter les résultats des élections passées, vous pouvez le faire. C'est ça. Parce que tout est clair. Mais là-bas, non seulement le processus a été opaque, et on refuse effectivement à la fin, même leurs propres résultats, mais publiez-les pour que les gens puissent vérifier, bureau de vote par bureau de vote, si ça correspond aux procès-verbaux relevés sur place là-bas. Voilà, justement, c'est tout ça qui nourrit effectivement les suspicions. Oui, c'est ça qui nourrit les suspicions et qui crée justement ces contestations. Et vous aurez remarqué qu'en 2018, on en a eu des élections présidentielles sur le continent, toujours conclues par des contestations. Vous prenez le Mali, le Zimbabwe, le Cameroun, partout où on a eu des élections en 2018 sur le continent africain, ça ne s'est pas terminé à la loyale, un peu comme au Burkina en 2015, pour si ça va de coup. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été relevé. Et je voudrais, pour moi, un résultat est là. Qu'est-ce qu'on en fait? S'il y a des dispositions à prendre pour que la population, les Congolais, acceptent le résultat, c'est déjà un pas de gain. Et le résultat en lui-même est déjà un résultat plus ou moins satisfaisant. Parce que même l'Église reconnaît que c'est une page de l'histoire qui est en train de se tourner en RDC. On a obtenu avec ce résultat une alternance. Bon, on va attendre voir ce que le Conseil constitutionnel va dire. Peut-être qu'entre ce que la CENI dit et ce que le Conseil constitutionnel va confirmer, ça permettra davantage de consolider. Et moi, je pense qu'il faut absolument déjà penser à l'après-vote. Penser à l'après-vote, de toute façon, il y a 2 jours, je crois, pour déposer les recours. Ensuite, la Cour constitutionnelle tranchera. Dans tous les cas, on est en train d'assister pour la première fois dans ce pays à une transmission du pouvoir par les urnes. Pendant ce temps, Andry Rajoelina, qui a remporté le second tour de l'élection présidentielle, eh bien, attend tranquillement de reprendre le fauteuil qu'il a quitté 5 années auparavant. Ça, c'est à Madagascar. Juste un mot là-dessus, avant la fin de cette émission, Germain Bichounama. Je salue le fair play de son adversaire, qui avait laissé planer vraiment un doute. Qui avait contesté lui aussi. Et qui avait laissé planer vraiment le doute sur vraiment la sérénité, la paix.
Et je vois qu'au dernier moment, il s'est ravisé et puis il a même salué la victoire, n'est-ce pas, de son adversaire. Je crois que c'est vraiment un cas d'une élection qui s'est bien passée et avec des candidats qui se sont comportés de façon tout à fait élégante. Bien, et je souhaite qu'effectivement en Afrique, partout en Afrique, il en soit ainsi. C'est vrai qu'il n'y a pas d'élection propre à 100%. Dans nos systèmes, il y a toujours effectivement des distorsions, il y a des insuffisances. Vous savez que moi j'étais, disons, observateur électoral pendant une vingtaine d'années dans ce pays. Au début des années 80, c'était nous qui étions au front, aussi bien au plan national qu'au plan international. Nous allions un peu partout dans les contrées d'Afrique justement pour observer les élections. Donc je sais de quoi je parle. Mais en tout cas, c'est que quand vous dites, vous savez de quoi vous parlez, à Madagascar, vous voulez dire qu'il y a un business des élections. À Madagascar 3 fois pour observer les élections. Ben, je salue effectivement ce qui s'est passé et j'espère que, bon, ben, disons, c'est un quinquennat, je crois. Un quinquennat va se passer effectivement dans la sérénité. Parce que dans ce pays, vraiment aussi, il y a eu beaucoup de problèmes par rapport justement au pouvoir. Et le fait que, comment il s'appelle, Ravalomanana, Marc Ravalomanana, le candidat malheureux, ait accepté sa défaite, ça augure en tout cas de bons lendemains pour ce pays. Alors, le processus a démarré sur une crise, on en est arrivé au bout, finalement on avait eu peur, c'est un joli spectacle que nous donne Madagascar pour le continent. Oui, exactement. Je me rappelle qu'on a eu une émission de Périscope il y a quelques mois où on avait parlé de l'Afrique du Sud, de la RDC, du Togo et on avait terminé par une bonne nouvelle qui était le Libéria. Aujourd'hui encore, on traite des questions assez difficiles comme Yirgou, comme la RDC et on termine par une bonne note qui est donc Madagascar. Je pense que c'est ça aussi la vie. Il ne faut pas seulement regarder le côté noir de la situation. En Afrique, il y a des espoirs et il faut travailler à ce que ces espoirs-là puissent être comme de l'huile qui prennent une surface et qui permettent à tous les continents donc, de retrouver donc, cette démocratie tant rêvée. Et que ce que va nous servir cette année même le Nigeria et le Sénégal, que ça soit dans ce sens-là et nous encourager à croire à la démocratie. 30 secondes, l'élection malgache nous a également donné de voir qu'effectivement, on peut être au pouvoir et avoir des élections et puis les perdre. Et on n'a pas encore entendu donc l'ancien président. C'est également un signe et un bel exemple, n'est-ce pas? Naturellement, je pense qu'il faudrait qu'on travaille à cela, que l'alternance ne soit pas seulement dans les textes arrêtés pour arrêter. Donc, un tel, il doit, après tel nombre d'années, il doit partir. Que ce soit un mécanisme dont les populations s'approprient. Et quand ils jugent votre gouvernance insuffisante, qu'ils puissent vous remercier et prendre donc une autre personne pour continuer. Que ça ne soit pas de façon mécanique. Parce que c'est vraiment en Afrique qu'on constate qu'il faut des équipes pour surveiller les élections, pour faire telle chose. Ça ne se passe pas aux États-Unis, ça ne se passe pas au Canada, ça ne se passe pas en France. Et pourtant, pour ce qui fonctionne, on doit aussi regarder vers ces pays-là pour s'en référer. Donc c'est très important qu'on s'inscrive dans cette logique où ça deviendra un mécanisme naturel où les populations peuvent décider de leur propre sort en mettant qui ils veulent à la place où ils veulent. Et c'est pour cela que, même dans notre discours, on doit éviter de croire qu'un pouvoir est là pour l'absolu. Si vous ne répondez pas aux aspirations, aux attentes, il faut que les populations, à un niveau donné d'éducation, comme je l'ai dit, puissent comprendre que vous n'êtes plus une solution pour eux et qu'ils changent donc une autre personne pour essayer. Oui, essayer. Voilà. Alors, Germain Bichounama, l'ancien président, Eri, son nom est tellement long que je n'arrive pas à le prononcer. Alors, il nous donne aussi une belle leçon d'humilité, même si finalement, son quinquennat n'aura pas été du tout facile. Il a multiplié les votes de défiance qu'il a su surmonter, mais cette dernière crise l'a emporté. Oui, mais vous savez, c'était un candidat par défaut. Hein. Exactement. Donc, lui-même, il comprend que
l'échiquier politique malgache, il ne pèse pas aussi lourd que les deux candidats qui sont passés. Donc, qu'il fasse profil bas me paraît tout à fait honnête de sa part, parce qu'il lui-même voit bien la réalité politique de son pays. Moi, ce que je voudrais saluer, c'est un peu la maturité des peuples africains que nous sommes en train de constater de plus en plus. Parce que, évidemment, c'est ces peuples africains-là qui vont nous faire sortir un peu de ce que j'appelle le syndrome du Gondwana, c'est-à-dire la monarchisation des pouvoirs. Oui. Alors, les jeunes de plus en plus bousculent et gageons que bon, ça augure effectivement des lendemains, de beaux lendemains pour nos pays africains. Une année 2018 chargée en élections, résultats mitigés, enfin, avec plusieurs contestations, mais de bonnes notes quand même qui augurent d'une année 2019 peut-être encore plus intéressante sur le plan de l'avancée de nos processus démocratiques. On l'a dit tout à l'heure, bientôt le Sénégal, le Nigeria. Espérons que tout se passe pour le mieux. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 57 qui recevait pour vous Germain Bitiou Nama. Il est directeur de publication du bimensuel L'événement. Merci, Monsieur Nama. Également ce soir sur le plateau de Périscope, Poussi Sawadogo, c'est un conseiller en formation de l'Institut d'accompagnement des carrières diplomatiques et internationales. Il est également expert en droits humains. Merci, docteur Sawadogo, d'être passé nous voir. Merci. La réalisation de ce numéro de Périscope est assurée par Inès Sorgo, qui a bénéficié du concours de Peggy Sanogo à la gestion sonore, la paire de femmes de l'équipe technique de ce soir, dont je salue le dévouement. Merci également à Ismaël Amadou au cadre, Joseph Gila au synthé et au prompteur, Mathias Cambo à la diffusion. Mes invités et moi avons été maquillés par Nathalie Koualga. Merci à tous pour votre fidélité à cette émission. Bon courage et meilleure année 2019 à nous tous, en dépit des difficultés qui nous assaillent de toutes parts. Nous y arriverons certainement si nous n'oublions pas de prendre constamment soin les uns des autres. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope. Même jour, même heure, sur la chaîne qui vous donne les clés du monde.